Hein? Hé, attention, Monica. Te fais pas couillonner par un fils de riche, hein? Ah! Reviens avec un diplôme ou avec un mari, c'est comme tu veux, ma chérie. Le plus riche sera le mieux. Et surtout, ton enceinte. Ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, tante Lorraine. Je ne suis pas comme toi. Bravo, Monica! Bravo, Monica! Bravo, Monica! Bravo, Monica! Bravo, Monica! Tu vas me manquer, Monica. Ah, tu sais que je t'aime, ma chérie. Fais bien attention à toi, hein? Oui, oui, c'est C'est juste. qui ta copine? C'est toi. Exact. Et toi, papa? Et toi, ma grande? Dépêchons-nous, faut que j'apporte ces poulets au marché. Eh oh, papa, attends, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Dépense pas ton argent pour Ça moi. vaut pas une fortune, allez, pas, prends-le, ça me fait plaisir. Ouais. Excusez-moi, vous pourriez me dire où se trouve... Ouais, merci, c'est sympa. Excusez-moi, vous pourriez me dire où se trouve le bâtiment administratif? Ouais, c'est là-bas, juste à côté de la Je patinoire. vois, merci. De rien, je t'en prie. Très drôle, je la connaissais pas, celle-là. Excusez-moi, vous pourriez me dire où se trouve la patinoire? Un peu plus loin, à côté de la piscine. Merci. Dites, vous pourriez me dire où se trouve la piscine? Non, mais je peux te recommander un bon magasin de Ne vêtements. sois pas méchant, Nathan. Ah, t'as vu le chapeau? Et alors, il est pas si mal? D'où il vient, à ton avis? Pas T'as des vu odeurs les de chien. cheveux? Non, mais j'en sais rien d'où il vient. Non, mais regarde les cheveux, là. Hey, salut l'artiste. Tu vas dans les champs? Garçon! Salut, Garçon, comment tu vas? Ah, Steve. Je présume qu'aucun de vous ne peut me dire où se trouve l'administration. Oh, comment allez-vous, grand maître? Ouais, c'est bien ce que je... Bien, et vous? Numéro 1? Bien, très bien, monsieur Shin. Comment c'était les vacances? C'est génial, et vous? C'était phénoménal! Porteur, les valises du numéro 1, s'il vous plaît. Salut les filles! Alors, comment c'était, dites-moi tout? Il faut que nous nous racontions nos vacances. C'est très important. Un
peu de jus de viande, c'est encore meilleur avec la purée. Je voudrais aussi des carottes. Je meurs de faim. Tout ce que ton cœur désire te revient de droit, je suis ton serviteur. Je m'en souviendrai. Et voilà. On dirait qu'il faut brûler tout le carburant dont on dispose, ça doit être ça la guerre. Merci, vieux. Je crois que tu ferais mieux d'arrêter les suppléments de ration de cuisse totale. Oh. Tiens, tu peux m'aider? Ouais. Et voilà. Tucker Muldooney, Watonga, Oklahoma. Monica, Chicago. Enchanté. Watonga, Tu connais pas? Je sais, c'est normal, j'ai rien fait encore pour faire connaître la ville. tu as l'air sérieux en disant ça. Je le suis. J'ai eu une bourse pour la section débat et dialectique. Tu sais qu'ils n'en donnent que 2 chaque année? Vraiment? Silence dans les rangs. C'est l'heure de nettoyer les plats. Direction la plonge. Puis-je vous être utile? Peu de gens le savent, mais 98% de nos parlementaires ont fait partie de l'équipe de débat de leur université. Tu veux faire de la politique? Ouais. En fait, mon objectif est de devenir président des États-Unis un de ces jours, mais regarde ça, pourquoi je veux pas trop en parler? Vaut mieux pas, t'as raison. Bah voyons. Tu as obtenu une bourse toi aussi? Oui. Quelle matière? Débat et dialectique. C'est toi, Tomansky? Il paraît que tu es très très brillant. Écoute, je suis désolé pour tout ça. Je me sens vraiment stupide. Salut, patron. Je m'appelle Tucker. Il est sympathique. Ça se présente bien. Garçon qui est-ce? Oh, pardon, je partage cette chambre avec toi, mais oui, je peux m'en aller, revenir plus tard. Non, t'inquiète pas, c'est cool, tu peux rester. Viens, garçon. Viens vite. Dis-moi bien. Qu'est-ce que c'est qu'un orgasme en moins dans la vie, hein? À côté des menaces de guerre du Moyen-Orient, tu crois que ça a de l'importance, vraiment? Allez, viens. On va finir dans ma chambre. Non, finis toute seule, moi je voudrais faire connaissance avec mon camarade de chambre. Oh, t'es pas gentil. Dis, garçon, si tu veux, je peux venir avec Tasha. Qu'est-ce que tu en penses? Bonsoir, Mia. Tasha? Bonsoir. Bonsoir. Dis, c'est toujours comme ça la vie universitaire? Comme ça, bienvenue à Kenmont. Tucker Muldooney, ravi de te rencontrer. Enchanté. Garçon Mackella. Salut. Et tu trouves quand même le temps de travailler dans ces conditions? Le coach Nichols dit que tu es un surdoué. J'aimerais bien savoir s'il nous a mis ensemble pour ton bien ou pour le mien. Tu veux rire? T'es le meilleur. Tu sais, j'ai bien étudié tous tes grands débats en vidéo. Et pendant longtemps, j'ai copié ton style jusque dans ses moindres détails. Et alors, quel genre de style as-tu maintenant? Eh bien, maintenant, je donne dans la simplicité, la franchise, la candeur à la limite, tu vois. Avec un peu d'accent traînant du Sud, mais je suis loin, très loin encore d'avoir ton talent, tu peux me croire. C'est drôle, tu me parles de simplicité, de candeur, et mon oreille entend fausse modestie. Comment t'expliques ça? Tu t'es ramené de l'Oklahoma pour me faire descendre de mon piédestal, toi, abusé? Très bien. C'est ok. Si à UCLA ou à Notre-Dame, le héros du moment est l'entraîneur de football. Notre héros est aussi un entraîneur que vous appellerez coach ou tout simplement Charlie. Je vous donne le meilleur débatteur de notre histoire universitaire. L'homme qui a permis à Kenmont d'obtenir 7 titres nationaux sur 12 années d'exercice. Le professeur Charlie Nichols.
désolé d'être en retard. Attila m'a fait nettoyer les frigos. Tucker me le donnait, donna le miss. Salut, ça va? Merci. Merci. C'est bon, c'est grisant d'être aimé, j'apprécie. Mais je dois vous prévenir que le débat tel que nous le pratiquons ici est plus dur que le football. Plus méchant que le hockey sur glace. Plus violent, plus vicieux que la lutte. Et parce que les femmes peuvent aussi le pratiquer, avec autant de bassesse et de mauvaise foi que les hommes. Bien vu! Le débat est certainement le plus effrayant, le plus fascinant de tous les sports à la surface de la planète. Place au débat. Étant attendu que l'éducation sexuelle n'aurait jamais dû être inscrite au programme des écoles, étant attendu que les préservatifs ne devraient pas être vendus dans l'enceinte des collèges et sur le campus, attendu que l'abstinence est le meilleur moyen d'éviter le sida, l'affirmation pose et démontrera que l'institution la plus apte et la plus compétente à éduquer sexuellement les jeunes est et restera la famille. Et aussi que lorsque l'école intervient dans cette matière, elle favorise en fait la promiscuité et qu'elle contribue à saper les valeurs cardinales de la nation. Et les cardinaux, ils sapent aussi. Ils sabrent même. C'est les plus grands tireurs de la nation. Je déteste cette université, c'est un ramassis d'arriérés. Regarde-les, un vrai troupeau d'imbéciles. T'as vu, le réservoir est renforcé, c'est bien. Pourquoi je te parle? Pourquoi je te parle? Je suis folle. Hé, attention, voilà la vedette McKellar, c'est le meilleur. Personnellement, je le trouve meilleur que Lloyd et Shields, les types d'Harvard. Je voudrais d'abord comprendre votre position. Affirmez-vous que les étudiants des lycées et universités devraient s'abstenir de toute relation sexuelle? Quelle horreur! Exactement. Ainsi donc, lorsqu'un adolescent, un jeune homme, commence à avoir des pulsions, lorsqu'il a, comment dirais-je... Le gourdin! Ouais, le gourdin, c'est ça. Que fait-il ou que doit-il faire, d'après vous? Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut dire qu'il téléphone à un veuf poignet, qu'il se masturbe, qu'il s'achève à la manivelle. Qu'est-ce qu'il fait ce soir, le petit jeune? Oui. Ce que je voulais dire, si cela lui est nécessaire, qu'il se masturbe. Ah, c'est dégoûtant. Suzanne, ne me dis pas que tu te masturbes. Eh bien, franchement, je ne vois pas que ça te regarde, et toi? Aussi rarement que possible. Garçon, tu es révoltant. Oui, au début. Mais ensuite, ça s'arrange. C'est adopté. Suzanne, l'abstinence est-elle réaliste? Lorsque dans un rapport sur le sida en l'an 2000, il est dit et prouvé que plus d'un tiers des adolescents de notre pays aura régulièrement des relations sexuelles? Vous voulez le lire? C'est très érotique. Est-ce réaliste quand on sait que juste après les homosexuels, les drogués par intraveineuse et les hémophiles, les adolescents représentent le 4e groupe à haut risque pour le sida? Bien sûr que c'est réaliste. Les religieuses le font et ne s'en plaignent jamais. Elles s'abstiennent. Peut-être, mais pas les jeunes. D'ailleurs, ils sont rares, ceux qui portent la cornette. Toutes les études prouvent que les adolescents sont toujours intéressés par le sexe et même plus que jamais. Elles prouvent que la seule façon de les protéger, c'est d'abord de les informer et bien entendu de les pourvoir ensuite en moyens de protection. Non. Le contradicteur est un sophiste. Il exhorte implicitement les adolescents à explorer les voies de la légèreté des mœurs. Non, Suzanne, je n'insinue rien de tel. Tout ce que je dis, c'est la lumière plutôt que l'ombre. La connaissance plutôt que l'ignorance. Et c'est pour nous un devoir.
Une mission que de veiller à ce que l'irremplaçable jeunesse de notre grande nation reste en vie. Monica, faut que j'aille donner un coup de fil à mes parents. Au revoir, Doc. À bientôt, Donna. Au revoir. Au revoir, À Alice. demain. Ça te dirait de venir boire une tasse de café avec moi? Tu viens, on y va? Il faut que j'aille travailler. Oh, Chicago, de quoi as-tu peur J'ai peur exactement? de rien ni de personne. Je m'impose de faire mon travail avant tout. Désolée une autre fois. Et voici Tucker, dit le tracteur. Ah, pourquoi? C'était une belle prestation, chérie. Merci. Salut. Mais non, Charlie, attention, personne ne cherche à vous accabler. Nous savons tous que la conférence Ouest est très difficile. Ça fait 2 années de suite que nous terminons 2e. Personne ne vous accuse d'avoir failli, mais il faut absolument qu'on revienne au top. Et si on gagne l'Ouest cette année, mon fils pourra débattre pour le titre national devant la Cour suprême au printemps. Et je sais de sources bien informées que ce débat sera couvert par une chaîne de première importance. Vous savez ce que ça signifie pour mon fils? Oui, ça veut dire que votre fils sera connu par la moitié de l'Amérique avant même qu'il ne commence son droit. 61,9% de l'Amérique. Écoutez, La sénateur, gloire. je tuerai pour un titre national, mais je ne crois pas que votre fils puisse réaliser cet exploit tout seul. C'est possible, mais pas sûr, et puis nous avons 2 nouvelles recrues, 2 boursiers très doués. Coach, rassurez-moi, dites-moi seulement qu'on peut gagner. Charlie, vous savez qu'on peut gagner, il le faut. On peut gagner. Alors, vous gagnez, moi je se sorte. Charlie, je voudrais vous remercier d'avoir pris mon fils sous votre aile depuis la nuit dernière. Merci. Votre fils et moi sommes bons amis, mais la dernière fois que je me suis regardé dans la glace, je ne me suis pas vu d'elle. Je ne serais pas surpris qu'il laisse encore une fois tout tomber avant d'avoir obtenu son diplôme. Vanessa, de père en fils, la politique est un héritage difficile. Nous avons tous plus ou moins essayé d'y renoncer. Bien. À l'appel de votre nom, vous descendez et tirez au sort un sujet de ce chapeau. Vous aurez 5 minutes pour argumenter. Rappelez-vous que nous sommes limités à une équipe de 30 intervenants. 30 intervenants, cela veut dire que seulement 15 paires d'orateurs seront retenus. Les avocats criminels doivent-ils défendre les clients qu'ils soupçonnent de mentir? La réponse est non, sans réserve. Cette forme de malhonnêteté nuit aux structures mêmes de la profession. Elle permet à de redoutables criminels d'être remis en liberté, de récidiver, l'impunité leur paraissant acquise, mais encore et surtout, elle diminue notre confiance en la justice. Soutenez la thèse contraire. Que vous soyez coupable ou innocent, le droit à la défense reste inaliénable et le devoir de l'avocat est de faire en sorte qu'il soit toujours respecté. Rejeter ce droit parce qu'un avocat conclut à la culpabilité de son client, c'est également lui dénier un autre droit. Le droit d'accès à toute procédure légale. Génial, Chicago! Chers amis, je suis là pour vous convaincre de l'urgence de rétablir l'usage des pendaisons publiques. Citoyennes, citoyens, existe-t-il une meilleure façon de dissuader nos criminels, de contrarier nos existences que cette forme spectaculaire de châtiment? La télévision retransmettra une exécution chaque vendredi soir sous le titre « Le pendu de la semaine ». Première image, gros plan sur le visage du condamné quand se brise son cou avec bruit de vertèbre. Puis projection d'une photo de ses enfants avant un très gros plan nous montrant de la salive qui dégouline sur le menton de ce cher des fans. Allô, Hugues, c'est toi? Tu as vu? Son visage s'est littéralement vidé de ses couleurs, ses jambes ont eu quelques mouvements spasmodiques et ses yeux sont devenus tout vitreux. Oui, Barbara, j'ai tout vu, mais attends que le bourreau de la semaine veuille bien le déclarer officiellement décédé. Mademoiselle Loomis, votre style me dit que vous avez dû avoir du succès au collège comme
orateur public. Mais je dois vous avertir que sur le circuit universitaire, on n'accorde aucun point à la sympathie. Pas plus qu'à la compassion ou à la pitié. Et alors? Je ne vois pas en quoi cela me concerne. Tous les je n'attends handicapés aucune... que je connais suscitent de tels sentiments. Pourquoi seriez-vous différente, mademoiselle Loomis? Parce que je n'ai pas le sentiment d'être handicapée ou estropiée. J'ai eu mon accident à 8 ans. Je suis restée courbée pendant plus de 4 ans. J'avais la hanche brisée. Mademoiselle Loomis, Durant vous... 1 an et demi, j'ai porté un corset. Et mon médecin disait que jamais je ne retrouverais la sensibilité de ma jambe. Mademoiselle Loomis. J'ai soulevé des poids. J'ai travaillé avec un kiné au moins 10 heures par jour, 7 jours par semaine. Et après 7 ans d'efforts, j'ai retrouvé intégralement la sensation... Faites attention. Non, c'est à vous de faire attention. Moi, je me sens bien. Je remarcherai. Je remarcherai normalement un jour et je remonterai à cheval. Et peut-être même pourrais-je redanser un jour. Alors surtout, que ni vous ni personne ici ne se sente désolé, parce que vraiment, j'en ai rien à foutre. T'as raison, Donna. T'as raison. Je lis sur ce petit bout de papier que le caractère relève de la destinée. Que signifie donc cette proposition pour un fils de fermier de Watonga, Oklahoma? Je vais vous le dire. Il arrive un moment dans la vie de chacun de nous où l'on est amené à choisir son caractère. On ne sait jamais quand ce moment doit arriver. Ça peut être à 15 ans ou à 75. Imaginez qu'un type, par distraction, laisse tomber un billet de 10 $ sur votre chemin. Il n'y a pas de témoin, personne n'a rien vu, hormis vous et votre créateur. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'empochez? Ou bien vous courez après le type qui l'a perdu? Quelle que soit votre décision à ce moment-là, vous avez peut-être choisi votre caractère pour toute la vie et de la sorte accompli votre destinée. Je me souviens d'un garçon à l'école qui était si pauvre qu'il faisait lui-même ses chaussures avec des pneus usagés. Il se fringuait chez le plus grand styliste de la ville, le chiffonnier. Son alimentation était tellement déficiente qu'il était encore rachitique quand il a débarqué à l'école. Puis il s'est mis à casser les parcs-mètres et les taxiphones, jusqu'au jour où il s'est fait prendre. Alors les autorités l'ont invité à passer quelques années dans un centre de rééducation pour délinquants. Le psy disait qu'il était incorrigible. Il fut pourtant réadmis à l'école pour sa dernière année. Il y obtint les notes les plus brillantes de sa classe. Quand il réussit son examen, il fut immédiatement sollicité par les meilleurs collèges de la région. Il se l'arrachait à coups de bourse. C'était carrément au plus offrant. Dis-moi, le laboureur, comment expliques-tu qu'il ait changé à ce point-là? Par une nuit noire, enfermé dans sa cage avec d'autres animaux, il décida de ne plus écouter les voix négatives, de ne plus recevoir aucun appel, et il se mit à croire que son propre potentiel était infini. Salut les jeunes. Salut. Ça, Dana, je t'ai trouvé génial. C'est gentil, Bruce, je te remercie. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose? Oui, bien sûr, oui. Super. Attention les jeunes, la course va commencer, faites vos jeux, rien ne va plus. Allez, viens Monica, on y va. Par ici la monnaie. Il y en a encore. Tu te tais. Vous n'avez pas soif? Ah, si. Ça m'étonne pas, moi aussi. Dites-moi les filles. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là derrière? Oh non, arrête, garçon. Tu veux faire un pari, mec? Ouais.
Ouais, c'est une bonne idée. Tu me mets tout sur le numéro 2. Je suis à la table de Garçon. Attention, les jeux sont faits. Départ. Allez, mes biches. Allez, remuez-vous. En avant, toute plus vite que ça. C'est pas le moment de traîner. Ah, c'est vrai, Charlie avait raison, vous êtes tous les deux des surdoués. Vous avez apporté ce qui nous manquait le plus ici. Ouais, on a apporté du sang de neuf. Non, vous avez apporté du cœur. Peut-être que ce que tu crois être le cœur est simplement l'ambition de la classe laborieuse. Oui, il y a peut-être un peu de ça, oui. D'ailleurs, vous avez vachement faim tous les deux. Tucker, j'ai une question toute bête. J'aimerais bien savoir comment tu fais tes pompes avec des vieux pneus. Cette histoire, c'était la tienne, hein? C'est vrai, t'as été en maison de redressement? Ouais, c'est vrai, j'y suis allé. Et comment c'était? Écoute, vieux, j'ai pas envie d'en parler. Ça va, excuse-moi. C'était juste par curiosité. Dis-moi, c'est quoi ton sport préféré? Eh ben, j'aime beaucoup tuer les araignées et les scorpions avec la pointe de ma canne. Tu plaisantes? Oui, je plaisante. Viens, on va danser. Non, Bruce, je t'en prie, c'est hors de question. J'étais un peu osée cet après-midi à l'amphi, je le sais, mais vraiment, si tu cherches une partenaire... T'as bien dit que tu recommenceras à danser un de ces jours, alors allons-y. Un de ces jours, c'est ce que j'ai dit. Pas maintenant. Ah, dis-moi, pourquoi t'es toujours sur la défensive? Excuse-moi. C'est à cause de tout ça. Je suis pas habituée à l'endroit, ni à l'ambiance. Ah, c'est ma faute. J'aurais dû être plus délicat, j'ai pas l'habitude non plus de... Ouais, je... Enfin, je veux dire... Arrête, tu t'enfonces là, ça risque pas de s'arranger. Salut. Donna, je voudrais pas te parler. Ouais, comme tu dis. Faut que je passe à la bibliothèque avant qu'elle ne ferme. Je suis arrivée il y a une semaine et j'ai l'impression que j'ai déjà un mois de retard. Ça va trop vite. J'ai un exposé pour demain en littérature anglaise. Je l'ai pas encore commencé. Ça va, aucun malaise. Les surdoués peuvent se sortir de n'importe quelle situation avec au moins un B. Oui, mais nous, il nous faut des A. Avec des B, on peut dire tout de suite au revoir à la bourse pour le droit. J'ai un bon tuyau pour vous deux. Si vous gagnez au débat, je peux vous donner les noms d'une centaine de firmes qui seraient bien contentes de payer vos études. Elles s'assureront vos services, quelle que soit la moyenne que vous ayez eue. Qui sont ces personnes? Des groupes d'intérêt politique qui ont besoin de juristes éminents, des gros syndicats, des groupes de pression pour les ventes d'armes. Ça vous fabrique un John Kennedy en moins de 2, ça? Alors, quand vous serez prêt à vendre votre âme au diable, faites-le moi savoir. Qu'est-ce que t'as foutu pendant l'été? J'ai créé le nouveau Garçon McKellar. J'ai passé mes vacances devant la machine à écrire. Tiens, lisez ça tranquillement à l'occasion. Il n'y a pas le feu, Charlie. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Cette année pourrait être une très bonne année pour nous. Charlie, honnêtement, je suis pas sûr d'avoir encore envie de débattre. Oh, et merde. Chaque année, au mois de septembre, il faut que j'entende les mêmes conneries. Écoutez, si je veux vraiment être écrivain, et si je dois d'abord annoncer la couleur à mon père, il faut que je le fasse tout de suite. Garçon, convaincre ton père, c'est une chose, débattre en est une autre. Vous croyez? Débattre, c'est prendre la route qui mène au droit ou à la politique. Plus j'assure et moins j'ai de chance de lui faire comprendre que je veux devenir écrivain. Écrire, d'accord, mais pourquoi abandonner le débat? Parce que je n'aime pas ça autant que vous, Charlie. Qu'est-ce que tu dirais si je t'annonçais que tu pourrais débattre devant la Cour suprême au printemps prochain? Et ce, devant la télévision. Ce serait la première finale nationale retransmise sur tout le territoire depuis 15 ans. Ça ne te branche pas? Ça t'excite pas? Ne serait-ce qu'un tout petit peu? Non, pas vraiment.
Quel est le sujet? L'avortement. Le National veut débattre de l'avortement aussi. Je croyais que tu n'étais pas intéressé. J'aimerais bien me battre contre Lloyd et Shields. Ça m'amuserait de faire descendre ces deux petits cons égotistes de leur montagne sacrée. Ouais, garçon, là je te retrouve. Vous voulez savoir sur quelle résolution vous allez débattre dans les 3 mois à venir? Ça ne me surprend pas. Il est attendu que l'avortement est immoral. Ah, c'est génial, eh ben c'est pas trop tôt. Ouais, c'est le grand sujet de l'année. Tout le monde ne parle que de ça à Washington. La Cour suprême est elle-même très divisée là-dessus. Écoute, j'ai du mal à comprendre. Alors ça, c'est une surprise. Oula, toi, dis donc, toi gonflé, moi, toi, grand persifleur, moi, je t'ai sors à toi. Moi, goutte de l'eau, quoi. Non, sans déconner, l'affirmation, elle est contre, et la négation, elle est pour l'avortement? Oui, je sais, quand on est vicieux, on peut interpréter l'attendu. Mais restons simples, l'affirmation devra prouver que le jugement de la Cour suprême, donnant aux femmes le droit d'avorter, peut et doit être cassé. La négation s'emploiera à prouver que le jugement ne doit pas être cassé. Tu saisis? Ouga. Bon. Quel est le nom de ce jugement? Roe contre Wade. Ah oui, c'est ça, Braithwaite. Bien. Et d'abord, quelle position vous paraît la plus facile à défendre? La négation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans une société civilisée, il n'y a plus personne pour penser que l'avortement est immoral, excepté les religieux fanatiques comme mes parents. Objection, votre honneur. Je crois qu'il existe des tonnes d'arguments contraires sans les prendre dans la Bible. Rien que dans ma région, je peux vous dire qu'il y a un max de gens qui pensent dur comme fer que c'est une forme de meurtre. Cette association d'idées n'est qu'un vieux piège à con pour vieux pecno-conservateurs. Ah oui, eh ben c'est ce que je suis, un vieux pecno-conservateur, comme mes parents. C'est ça, et toi, ouais. qu'est-ce que tu es? Alors, sous prétexte que les femmes sont aussi libres que les hommes, on peut tuer des millions d'enfants à venir. Tu n'as pas entendu parler du mouvement contre l'avortement? Tu n'as pas entendu Laissez-les parler du vivre. mouvement des femmes? Ouais, bah j'aurais préféré être sourd. Du sang. Ça suffit. Répartissons la recherche. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Edward Arlington Robertson? Ah, Garson, quelle surprise. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la poésie. J'adore ça. J'aime tout ce qui est susceptible de m'aider à mieux écrire. Tiens, écoute ça et dis-moi si ça te rappelle quelqu'un. Lorsque Richard Curry descendait en ville, nous, les humbles, ne manquions pas de le regarder. C'était un gentleman, un parfait homme d'honneur. Élégant, raffiné, d'une minceur impériale. Et puis, il était très riche, oui, plus riche qu'un roi. Et admirablement éduqué dans chacun de ses dons. De plus, il était beau. Pour nous, il était tout, il avait tout. Au point que nous rêvions de lui ressembler. C'est toi. Mais notre sort à nous était de travailler. Nous maudissions le pain en attendant la lumière. Et Richard Curry, par une calme nuit d'été, est rentré chez lui puis s'est tiré une balle dans la tête. Tu veux dîner avec moi ce soir? Non, il faut que je travaille. Je voudrais savoir ce que ça fait de s'intéresser vraiment à une nana. Tiens, prends Monica. Cette fille est un mystère pour moi. Tu t'intéresses à Monica? C'est qu'un exemple. Tu as vraiment envie d'être amoureux un jour? Bien sûr. Comme tout le monde. Mais comment sauras-tu si c'est de l'amour ou une connerie de jeunesse? Bah, c'est comme de savoir si ton steak est bon. Ou si le homard est frais. Tu te fies à tes sens. Dis donc, qu'est-ce que tu dirais si je nous dégotais 2 souris à baiser dans à peu près 60 minutes? T'es fou, garçon. Arrête. Tu me parles d'amour et C'est ensuite... oui
ou c'est non. Et je passe un coup de fil et c'est tout. Allez, déconne pas, je dois être au boulot dans 10 minutes. Sauf indication contraire. Tu veux m'empêcher de travailler? Ce cœur, laisse-moi descendre. Laisse-moi descendre. Ah, Garçon, t'as plus rien à faire. Comme le disait mon vieil ami Dostoïevski, mangez et buvez, et mangez et buvez encore. Allez, ça suffit. On passe au dessert. Ah oui, je l'ai fait. Ouais, super, on commence à Las Vegas. T'as vu Cameron, on est ensemble. Ouais, je sais, c'est génial. Mais arrête avec tes gros bras, tu peux me démolir, Excuse-moi, tu un élan d'affection. Désolé. Oh, sois pas vexé, ça craint, je t'assure, c'est néoclassique, c'est désolé. Tais-toi, Monsieur Nichols, Oui, mademoiselle Domanski? je ne veux pas de Tucker comme partenaire. Non, mais tu crois que j'ai envie de faire équipe avec toi? C'est idiot, on ne débattrait pas avec nos adversaires, on débattrait entre nous. Peut-être bien, mais vous feriez une meilleure équipe. Muldonet serait le premier fusil pour l'affirmation, et Tomanski serait le premier dans la négation. Mais j'espérais faire équipe avec un candidat plus expérimenté. On va plafonner en débutant toute la saison à ce train-là. Écoutez, vous vous placez dans le tournoi, d'abord je vous mets en junior, ensuite si vous gagnez, je vous fais monter en open. En attendant, sortez d'ici, tous les deux. Ça démarre bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Gagner nos débats ensemble, c'est simple. Tu sais, moi aussi, j'aurais préféré avoir une pointure comme partenaire. Au lieu de ça, il va falloir que je te soutienne. Me soutenir? Je n'ai besoin de personne pour me soutenir. Je plaisantais. Et surtout pas d'un homme. Mais pourquoi tu abordes chaque problème comme si tu partais en croisade? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'espérais seulement prendre un bon départ. Mais, cher ami, vous allez prendre le meilleur départ puisque vous êtes avec moi. Nous allons constituer la meilleure équipe qui soit et je ferai de vous un lieutenant d'envergure. C'est une plaisanterie. Je plaisante. Bon, sérieusement, nous devons décider qui parle en second. Je dis moi sans hésiter, parce que j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Non, je crois que ça devrait être moi. Je suis meilleur orateur que toi. Tu penses sérieusement ce que tu dis, là? Non, attention, je te trouve très bien. Mais l'emballage final, c'est vraiment ma spécialité. Je veux dire que j'amène mon auditoire carrément où je veux. C'est complètement ridicule. J'ai hâte qu'on commence à travailler. Bon, trouvons un compromis. Tu parles en dernier, en négation. Salut, Al. Et moi, je finis en affirmation. D'accord, marchons comme ça. T'as vu, je suis de bonne composition, avoue-le. Que ça ne t'empêche pas de faire ta part de recherche. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'air d'un cossard. Qu'est-ce que tu cherches, là? Écoute, personne n'a dit qu'on devait se respecter ou s'apprécier. Intéressant. Ça veut dire quoi, exactement? Que si tu veux sortir avec les poufias du campus, c'est ton affaire. Ah, je vois, alors tu es au courant. Oh, Tucker, tu es fort, mais j'ai peur, je t'en supplie, sois gentil, laisse-moi redescendre, etc. Finalement, tu n'as pas appris tant que ça en maison de redressement. Ça t'a plutôt ramolli le caractère. Dis donc, Monica, en parlant de caractère, si tu voulais laisser tomber ton côté vierge, vestal et sortir avec moi, je n'aurais peut-être pas besoin de recourir à ce genre de méthode des plus désespérées. Je t'en prie. Non, franchement, si tu regardes bien la situation, tu verras que tout est ta faute. Je me demandais, comment fais-tu pour remercier Garçon de ses petits services?
C'est ça que t'appelles nettoyer les assiettes? Faut me les refaire, Tomansky. Dis donc, tu retournes chez toi pour les vacances? Je n'ai pas les moyens, et toi? Je les ai pas non plus. Pourtant, j'aurais bien aimé prendre l'avion et partir 2 semaines n'importe où pour faire exactement rien du tout. Je me disais qu'on n'ait pas de service au dîner. Tu pourrais peut-être venir chez moi après. On pourrait se faire monter une pizza et écouter de la musique. T'as jamais vu notre chambre? C'est géant. On dirait un hôtel 5 étoiles. Ah, tu vas adorer. Alors, comment tu trouves? Ça, c'est notre ordinateur. Il vaut à peu près 5 000 $. Ensuite, t'as la sono, qui vaut aussi 5 000 $. Le frigo, lui, il est moins cher, mais c'est la pièce maîtresse de l'endroit. Tiens. Est-ce que c'est ton champagne ou le sien? Quelle différence ça fait? C'est le sien, bien sûr, mais il s'en fout. Qu'est-ce que tu en sais? Tu lui as demandé? Non, mais c'est inutile, il n'y a aucun problème. Il adore ça, il aime tout partager. C'est vrai, il te l'a dit? Non, mais ça aussi, c'est inutile. Tucker, tu dois payer ta part. Si on boit, c'est normal qu'on partage. Eh oh, ça va pas la tête? Cette bouteille de champagne vaut au moins 20 $. À défaut de t'enseigner certaines choses dans la vie, Meldonnet, je t'apprendrai celle-ci. Allez, dépêche, envoie la monnaie. Cherche bien, va jusqu'au fond de tes poches. Oh, t'es sérieuse, là? Oui, je le suis. Oh non, c'est pas vrai. Alors, ça fait 10 $. Oui, c'est ça. Voilà. Crois-moi, tu me remercieras. Tu ne te sens pas déjà mieux d'avoir fait ça? Pas vraiment, ces 10 $ étaient pour la pizza. On va s'arranger. À quoi allons-nous voir? Ah, je sais. Buvons à notre avenir en tournoi open. Écoute, tu n'aurais pas quelque chose d'un peu plus romantique? Fais avec. Monica, dis, pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Je te l'ai dit, j'estime que mes études passent avant toute chose. T'es sûr que ça n'a rien à voir avec Garson? Je comprends pas. Eh ben, je veux dire que pour une fille de Chicago, Garson peut sembler plus intéressant que le fils d'un brave fermier de l'Oklahoma. Tu souffres d'un méchant complexe, Tucker, pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il faut penser avec toi? D'accord, laissons Garson hors du coup. Alors, pourquoi es-tu toujours si froide, si distante? J'ai envie de te parler et regarde où tu t'assois. Il faudrait peut-être que je t'envoie une lettre pour établir le contact. Mais je suis comme ça avec tout le monde, Tucker. Oui, je sais. Mais pourquoi? Oh, je veux dire, est-ce que j'ai fait quelque chose? Pourquoi? Parce que je suis comme ça. Et puis d'ailleurs, je n'aurais jamais dû venir. C'était une erreur. Je te souhaite un très bon Noël. Salut. Merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste te prendre dans mes bras, Chicago. Je crois que tu en as vraiment besoin. Tu me fais un câlin et tu me mets dans ton lit, histoire de respecter la règle? Fais-moi confiance. Je suis désolé, j'ai interrompu quelque Oh chose. non, tu n'as rien interrompu. On travaillait avec Tucker et d'ailleurs, on t'a emprunté une bouteille de champagne et on voulait te rembourser. Alors, tiens, voilà 20 $. Laisse tomber, c'est rien. Je suis content que vous soyez là. Moi, je vais prendre la route dans 1 heure ou 2. Ça vous brancherait de venir passer vos vacances avec moi?
Ouais. Alors, c'est Ouais, oui? Oui. Ouais. À combien on va, là? Oh, un petit sang. Et si tu reviens en troisième, le turbo se met en marche et tu laisses tes pneus sur la route. C'est dangereux, arrête! Youhou! J'ai peur! Ah, si mon père me voyait là-dedans, il serait vert. Eh, vieux, je suppose que tu laisses personne d'autre que toi conduire ton engin. Tu peux le conduire si tu veux. C'est vrai? Non, arrête, personne, t'es sérieux? Ah ouais, je suis sérieux, les fermiers conduisent aussi. Ouais, on va voir ce qu'elle a dans le bide, ta caisse. J'ai jamais pensé, mais je devrais peut-être entrer en politique pour sauver le monde de ce redoutable danger public. Oh, Monica. Garçon, il y a de la concurrence en perspective, on dirait. Écoute, papa, je regrette, mais je n'ai pas l'intention de suivre la tradition familiale. Je vais faire tout à fait autre chose. Je suis en train d'écrire une pièce très marrante. Justement, ça se passe dans le milieu de la politique. J'ai pris ma décision. Si Charlie Nichols aime la pièce, j'abandonne tout. Tennis, conseil des étudiants, débat, pour me consacrer exclusivement à l'écriture. Si vous tombez sur un juge dont un enfant vient de mourir d'une leucémie, réponse? Faites-le rire. Bien. Si un juge a tendance à vous faire de l'œil, que faites-vous? Faites-en autant. Oui. Et si les juges font partie d'un club néo-nazi, que faites-vous? Portez son insigne à votre revers. C'est ainsi et pas autrement qu'un débat se remporte. De même que les élections générales, malheureusement. Oui, garçon. Avec son père. Ouais. Un autre cas de figure particulier, coach. Et si vous deviez plaider l'avortement devant un juge catholique? Je vais vous raconter une histoire. Bien avant Roe contre Wade, lorsqu'une femme se retrouvait enceinte par erreur, elle n'avait d'autre recours que de louer les services d'un personnage extrêmement douteux appelé le faiseur d'anges. Ma mère s'est retrouvée dans cette situation. Elle avait 19 ans. Elle se rendit dans un hôtel sordide dans le mauvais quartier de la ville, où l'attendait un médecin d'aspect peu engageant qui lui dit « Enlevez votre robe et votre culotte ». En riant, il ajouta « Si vous ne les aviez pas enlevées une première fois, aujourd'hui, vous ne seriez pas là. » Ensuite, il dit « Ce sera payable d'avance. » Toute nue, ma mère passa devant lui pour aller vers son sac à main. Elle sortit $1000 et les lui remit. Il lui dit alors « Est-ce que vous aimeriez en récupérer 100 ?» Ma mère lui dit « Pardon ? Venez donc vers moi et agenouillez-vous, chérie. Vous pourrez rendre un vieil homme très heureux. » Ma mère, totalement horrifiée, lui dit « Docteur, faites votre travail. »
Alors il la fit s'allonger sur une table, se saisit d'un long instrument froid qu'il poussa dans son vagin jusqu'à l'utérus, et se mit à gratter pour extraire le fœtus. Et puis le sang jaillit au point que ma mère crut mourir dans une douleur atroce. Quand elle fut de retour à la maison, après 2 longues heures de bus, elle avait tellement perdu de sang qu'on dut la conduire à l'hôpital en ambulance. Mais elle eut de la chance. Elle survécut. Et j'ai eu de la chance, car elle a vécu assez longtemps pour me mettre au monde. Mais à l'époque, on encourait, d'après les lois fédérales, une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans pour avortement illégal. C'est une parente qui m'en a parlé. Ma mère n'a jamais raconté cette histoire à personne d'autre. Excusez-moi, je ne comprends pas comment vendre l'avortement à un juge catholique. Raconte-lui l'histoire de ta mère. Mais ma mère ne s'est jamais fait avorter. La mienne non plus. Tu crois que je n'avais aucun rêve à ton âge? Je peux te dire que j'étais un sacré bon musicien. Mais mon père m'a dit exactement ce que je te dis aujourd'hui. Michael, disait-il, nous avons des responsabilités en tant que famille dans ce pays. C'est pourquoi Dieu nous a toujours accordé ses bienfaits. Mais je ne suis pas comme toi, ni grand-père. Merci, bel enfant. Écoute-moi, tu es un vrai pur sang, fils. Tu dépasses, t'es au-dessus du lot. Alors tu te saisis du rêve de grand-père, du rêve McKellar, et puis tu le ramènes chez nous, fils. C'est un devoir, tu le dois à ta famille, à ta génération, à ton pays. Est-ce que tu as lu la pièce que je t'ai laissée à Noël? Ce n'était pas nécessaire. Ta mère l'a lu, elle a trouvé ça très bien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je passe un coup de fil? Tu veux être publié? Tu veux qu'on joue ta pièce à Broadway dès cette année? C'est d'accord, je fais tout ce que tu veux. Mais tu dois faire ce que je veux aussi. Et ce que je veux que tu sois, c'est un homme, c'est tout. Charlie, savez-vous quelle somme la famille McKellar donne à notre université chaque année? Savez-vous ce que rapporte une victoire dans le championnat national du débat? Supposez que la pièce soit brillante. Ils ne le laisseront pas abandonner ses études. Écoutez, Schwimmer, nous ne sommes pas là pour les fondre dans un quelconque moule que vous ou moi ou leur famille aurions choisi. Simplement, je dis que si sa pièce est valable, je le laisserai partir. Eh bien, faites-le. Et vous verrez que vous n'aurez plus de protection.
Ah oui, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire exactement que Carson McKellar doit débattre. Comment ça va, Dostoïevski? Je viens juste de finir, Charlie. Ça devrait vous plaire. C'est quoi le titre? Crime et châtiment, c'est ça? Hein? Ah, merci. Assis, sage, oui. Pas bouger. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi ai-je le sentiment que tu vas prendre une décision capitale sur la base de ce que je vais te dire? C'est chouette, hein, Charlie? Et si je te dis que c'est bon, tu penses lâcher le débat? C'est possible. Comment espères-tu que je puisse te répondre honnêtement? Parce que nous sommes amis. Il faut que je me sorte de ce piège avant qu'il ne soit trop tard. Si on gagne et qu'on va en finale à Washington, le staff de mon père va entrer en action et ce sera terminé pour moi. J'ai besoin de savoir, Charlie. Votre attitude me fait supposer que vous craignez de me dire que c'est mauvais. Est-ce que je me fais du cinéma, Charlie, ou alors est-ce que j'ai une chance? Il faut me le dire. Tu m'en demandes trop, garçon. C'est à toi de décider à toi seul. Je crois honnête de vous prévenir que ma partenaire et moi sommes très souvent en désaccord. Je dirais qu'en fait, nous aurions plutôt tendance à débattre entre nous que contre nos opposants. C'est très amusant quelquefois. Lors du tournoi de Berkeley, la semaine dernière, elle a essayé de m'arracher les yeux avec ses ongles. Vous voyez les marques. Tucker peut être très charmant, je vous l'accorde. Mais si vous l'écoutez attentivement lors de son intervention, vous verrez. Vous aurez droit à un sermon, la voix sera humble, l'accent traînant, et vous irez à confesse. Mais s'il arrive à vous donner une preuve, une seule preuve basée sur une documentation bien solide, alors j'avale ma chaussure. L'affirmation prétend que les normes de viabilité fœtale présentées dans Roe contre Wade sont en contradiction avec elles-mêmes. Je vois 3 raisons de soutenir le contraire. 1. Le docteur Alan Fleshman, chef du service de néonatologie du centre médical Montefiore de New York, a établi que même dans les hôpitaux les mieux équipés, les bébés qui naissent avant 24 semaines n'ont aucune chance de survivre. Je citerai en 2 une enquête reportée dans le Time Magazine du 6 juillet 87, page 33, d'après laquelle moins de 1% des 1,5 million d'avortements pratiqués chaque année aux États-Unis sont réalisés au-delà de la 24e semaine de grossesse. Et enfin 3, Jeannette Benchouf, directeur du projet pour la défense des libertés de reproduction, conclut que les normes avancées sont réalistes et ne recèlent aucune contradiction. Et en plus, il est content de lui.
Il y a toutes sortes d'avortements. À chaque fois qu'une vie, une liberté sont abrégées, c'est un avortement. Peu importe que vous soyez dans le premier trimestre, ou bien dans le second trimestre, ou que vous ayez 22 ans, à chaque fois qu'un être humain retire à un autre être humain le droit à la vie, à la liberté, ou le simple droit de poursuivre un rêve, une idée strictement personnelle, c'est un avortement. Et c'est une abomination aux yeux de notre Seigneur. Au nom de la Ligue nationale du débat contradictoire, j'ai le privilège, l'honneur et le plaisir de remettre le titre de l'année à l'Université de Kenmont. Merci infiniment. Nous venons d'apprendre qu'il y a moins d'une heure à Princeton, le national des tournois a été attribué à Harvard, ce qui veut dire que la finale opposera Lloyd et Shields à Sheen et McKellar à Washington. J'ai une idée. Si on déposait nos bagages et qu'on aille en métro à Times Square pour fêter l'événement. Il est tard. Bon, bah allons au moins boire un verre et danser une petite heure dans la boîte de l'hôtel. Ouais, salut tout le monde. Salut, garçon. Allez, vieux, à demain, bonsoir. 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 C'était pourquoi ça? Pour avoir tenu bon. Eh, dis, tu connais l'histoire des voitures ascensionnelles? Tu sais que j'en fais monter une chaque nuit que je passe à t'attendre? Qu'est-ce que c'est qu'une voiture ascensionnelle? Les mecs connaissent ça. Ça voulait dire quoi, avoir tenu bon? C'est personnel. Rien à voir avec les hommes. On se voit au petit déjeuner. Tu es divine, Donna. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Bruce m'a proposé de le rejoindre là-haut dans la boîte. C'est pas évident. J'ai très peur. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Il n'attend pas forcément quelque chose. Peut-être est-il seulement amoureux de toi? C'est peut-être ça justement qui me fait peur. Tu veux venir avec moi? Non, je suis fatiguée. Et je n'ai rien à me mettre à part ce que je porterai pour le débat. Écoute, si tu changes d'avis, tu n'as qu'à te servir dans ma garde-robe. Merci. Je t'en prie, c'est rien. J'aimerais avoir la moitié de ton courage. Oh, et moi donc, j'ai même pas le quart de mon courage. Donna, tu sais ce que Tucker veut dire en parlant de voiture ascensionnelle? C'est une façon de dire qu'il n'en peut plus, tu vois. Les garçons disent que soulever les voitures soulage l'animal en rute. Oh. Des vrais poètes, quoi. Oh. Bon. Bonsoir. Ça marche très fort pour moi. Si on allait ailleurs. Ça veut dire quoi ailleurs? Vous savez très bien.
Pardon? Hé, Nathan! Tu me laisses une danse avec Suzanne, Jack? C'est pas son style. Ah oui, je veux bien, non? Quoi? Tu avais dit que je pourrais danser avec qui je voudrais. Et c'est moi qui tu voudrais. Bruce, si tu veux danser, surtout ne te gêne pas. Va danser. Vas-y. Accordez-moi cette danse. Je crois t'avoir déjà tout dit, tu n'as rien entendu? Je n'y arrive pas, je ne peux pas danser, tu le sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Donna Loomis, je t'aime. On danse? S'il n'y a rien avec Tucker, quelle est donc la raison pour laquelle tu refuses toujours de sortir avec qui que ce soit? Garçon, je crois que pour aujourd'hui, ça suffit des questions. Ça te plairait si je te demandais pourquoi un garçon intelligent comme toi ne fréquente que des filles désespérément superficielles? Non, et je réponds à ta question. C'est parce que je ne connais rien de l'amour au vrai sens du terme. En revanche, j'en connais beaucoup mieux certains dérivés. L'amour de l'argent, l'amour du pouvoir. Personne n'a jamais cherché à te connaître tel que tu es. C'est ce que tu veux dire. Même si une fille en avait eu l'intention en entrant, elle avait tout de suite changé en sortant. En fait, j'ai le don d'interpeller mon prochain dans ce qu'il a de plus mauvais. C'est une qualité étonnante. Merci. Mais revenons à toi. Pourquoi mets-tu tant de zèle à cacher cette beauté aux yeux du monde? Pour une raison très simple. Je ne suis pas exhibitionniste. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Toutefois, l'affirmation est convaincue que ce n'est pas du tout la vraie raison. La vraie raison est qu'un garçon t'a blessé. Allez, donne-moi le nom du type que je le brise en deux, ce salopard. Tu te trompes. Jamais un garçon ne m'a blessé. Qui d'autre alors? Garçon, t'as pas envie de danser? J'en meurs. On danse.
Oh, je t'en supplie, Tomansky, essaye de faire relâche au moins une fois dans ta vie. C'est déjà fait. Si je me relâche encore, il faudra que tu me portes dans ma chambre. Bon. Juste un petit moment, d'accord? Petit, minuscule. Garçon, il est vraiment tard. En plus, j'ai la tête qui tourne. Ça doit être le cognac. Détends-toi une minute, après tu rentres quand tu veux. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'as peur. Ce n'est que moi. Oui, je sais. J'ai l'impression que je devrais pas être là et que je... Pourquoi tu as peur d'avoir envie de me séduire? Non. Alors tu crois que c'est moi qui vais essayer de te séduire? J'en sais rien. T'en as l'intention? Non, mais j'aimerais bien te connaître un peu mieux. Tout ce que j'ai dit est vrai. Je ne sais pas comment entretenir une bonne relation avec une fille intéressante. Une fille qui n'attend rien de particulier de moi. Toi, tu m'apprécies pour moi, hein, Monica? Oui, bien sûr. Il faut que j'aille me coucher. Attends, j'ai plein de choses à te dire. Reste encore un petit peu, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a, garçon? Monica, je suis déboussolé. J'aimerais bien que vous me disiez, toi ou Tucker, comment vous faites pour savoir avec exactitude vers quoi vous allez. Peut-être que Tucker et moi n'avons pas cette qualité. Non. Vous voyez des choses en moi qui n'existent pas. Vous êtes fait pour aller loin, plus loin que je ne l'ai fait en débat, Monica, je peux te le garantir. C'est très gentil ce que tu dis là. Pourvu que tu aies raison. Je dois y aller. Attends, Monica. Avec une fille comme toi, une fille qui croirait en moi, ma vie serait changée. Tu me fais mal au bras. Non, non, attends. Qu'est-ce que tu veux? Je veux éviter un malentendu. Je ne cherche qu'une amie. Je ne veux pas te sauter, Monica. Garçon, tu es saoul. Mais non, pas du tout. Laisse-moi sortir. Non, je veux d'abord que tu comprennes. Y a rien à comprendre, on a simplement trop bu tous les deux. Et alors pourquoi tu prends la fuite? Parce que j'ai peur. Moi aussi. Je te veux, Monica. J'ai envie de toi. J'ai besoin de toi. Non, arrête. Je ne veux pas que tu me touches. Ça veut dire quoi? Je veux pas que tu me touches. Arrête, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu crois? Laisse-moi, je t'en supplie, laisse-moi partir. Crier. Monica, excuse-moi, je voulais pas te faire de mal. Attends, ne me touche pas, je veux pas que tu me touches. Désolé, je voulais pas. Je reviens, je vais chercher une serviette. Monica! Monica? Monica? Oh, où tu vas? Tout va bien, c'est moi, Tucker. Calme-toi. Tout va bien, je te dis. Détends-toi. Voilà, c'est mieux comme ça. Tiens, prends ma veste. Tout va bien, les jeunes? Ouais, et c'est combien pour aller au Sheraton? $40, c'est le minimum. Ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé, Monica? Qui t'a fait ça? T'inquiète pas, ça va aller. Allez, viens.
Viens, je t'accompagne à ta chambre. Non, je te remercie, je veux rester seule. Il faut que je rentre. Eh ben, et mes $40? Merci. Carson, je voudrais te dire deux mots. Ouais, attends, bouseux, je suis en train de boire un verre avec mon ami Dostoïevski. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais c'est un écrivain. Sa famille le force à devenir ingénieur et tu sais ce qu'il en dit. Réponds, qu'est-ce que tu as fait à Monica? Et toi, tu t'es fait raconter une belle histoire? Arrête, Monica n'a jamais raconté une seule histoire de sa vie, et tu le sais bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Rien ne s'est passé, c'est clair? Pourquoi tu t'assieds pas? Tu veux un verre? Non, je ne veux surtout rien accepter de toi, je veux seulement que tu sois franc. Mais je suis franc. Je te le répète, c'est la vérité. Il s'est rien passé à part un léger malentendu, je reconnais. Cette nana a des problèmes dans la tête, elle s'imagine des choses. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Elle est secouée, je t'assure. Elle a cru sincèrement que je voulais la violer. Je sais pas si tu vois. Moi, le futur président des États-Unis. T'es un enculé, garçon! Hey. Allez, va dehors, allez, sortez! Dis donc! Descendez, foutez le camp d'ici! Allez, amusez-vous bien! Pas intérêt, mettez le pied ici! T'es pas un ami, t'es un traître! T'es comme tous les fils de riches! Tu te sers de gens comme nous pour prendre ton pied! Oh, arrête avec le numéro du brave mec parti de rien. Jamais je n'ai fait pour personne ce que j'ai fait pour vous deux, et vous en avez bien profité, C'est non? faux. Tu dis n'importe quoi! Tu n'as jamais raté une occasion de te servir de moi pour satisfaire tes ambitions politiques. C'est Monica qui avait raison. Je t'ai surestimé, des bidons, on me le donnait. C'est comme ton histoire de cages et d'animaux, c'est du pipeau, ça. Admettons, je veux bien le reconnaître. À certains moments, j'ai essayé de te ressembler, j'ai voulu être comme toi, j'ai voulu tout avoir, et alors? Ça t'est arrivé de penser, ne serait-ce qu'une fois, que peut-être je t'enviais autant que tu m'enviais toi-même, hein? T'es complètement sonné, mon vieux tatou, et j'ai rien! Non, justement, t'as rien compris. T'as tout pour toi et tu le sais même pas, pauvre con. De nous deux, c'est moi qui n'ai rien. En dehors de Charlie Nichols, je ne vois personne au monde en qui je puisse avoir confiance. Eh bien, tu ne peux même pas lui faire confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ton bien-aimé Charlie Nichols te contrôle depuis des années. Il te contrôle, il roule pour le compte de ton père pour que tu ne dévies pas de la ligne. Tu mens! Espèce de salaud, je vais te faire ta fête! Attention, Toc, fais gaffe! Garçon! Oh non, Garçon, non! Salut, Toc. Appelez vite une ambulance! Vite, vite, une ambulance! Garçon, t'en vas pas. Reste avec nous. Garçon.
doyen va appeler l'Association nationale des tournois aujourd'hui pour déclarer forfait. J'ai dit que c'était d'accord pour moi, mais je voulais quand même vous en parler. Pourquoi non? Le règlement dit que si la première équipe déclare forfait, la deuxième peut la remplacer. La deuxième, c'est vous. Vous avez battu Gore et Hooper d'1 point à New York. On n'a jamais débattu en open, on n'a aucune chance de gagner. On mérite pas d'y aller. Puis d'ailleurs, je devrais même pas être en vie. Nous ne sommes pas Garçon et Jean. Puis je sais plus. Arrêtez de dire des bêtises. Si je vous disais que vous êtes meilleur que Garçon, et qu'il le savait, vous êtes la meilleure équipe que j'ai jamais entraînée. Ne dites pas qu'on va aller à Washington. Les deux gars d'Harvard, ça fait 8 ans qu'ils roulent ensemble et ils ont gagné le national des tournois ces 3 dernières années. Et alors? Essayons de parler franchement et parlons de Garçon, entre autres. Je sais que vous l'aimiez autant que je l'aimais, mais ce n'était pas un dieu. Garçon était un enfant qui poursuivait un rêve que certaines personnes l'ont empêché de réaliser, dont moi. Mais c'est mon problème. Votre problème à vous, c'est... Allez-vous mettre un terme à vos rêves? Allez-vous partir? Déclarez-vous forfait devant Harvard? Ou essayez-vous de combattre avec les dons et le talent que vous attribuez à Garçon? Vous avez dit que le doyen devait nous déclarer forfait. Faites d'abord votre choix. Ensuite, je m'occuperai du doyen s'il le faut. Qu'en dites-vous, Tomansky? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Muldowney? Vous avez quelque chose à perdre. On y va? C'est d'accord. J'étais sûr. Je savais. C'est bien. On va se battre. Myriam, appelez-moi dès que vous aurez l'association nationale des tournois. Ils veulent pas se déballonner, Wilson. Et moi non plus. Schwimmer, si vous décrochez, je vous rentre le combiné dans le cul comme un suppositoire. Je vais demander qu'on fasse une enquête sur ce qui s'est passé là-bas et je vous garantis que ça va vous coûter votre place. C'est le faire. Et je vais dire au monde entier comment on conçoit l'enseignement ici. Comment nous avons bridé un étudiant surdoué pour satisfaire nos intérêts personnels. Non, pas moi. Oh non, vous n'avez rien à Les voir. événements vous le survenus à New York ont eu lieu sous votre responsabilité. Ce que j'ai fait ici, je l'ai toujours fait dans l'intérêt de nos étudiants. La merde, oui. Vous et moi, nous avons tué ce môme. Et vous n'êtes pas prêt de l'oublier, Schwimmer. Je me charge de vous le rappeler au besoin. C'est d'accord, Charlie, emmenez-les. Prenez vos débutants. C'est ce que je vais faire. Mais vous savez aussi bien que moi qu'ils n'ont aucune chance. Ne soyez pas si sûr de ça. Bonjour, mesdames et messieurs. Et bienvenue à la Cour suprême des États-Unis pour la première retransmission télévisée de la finale du championnat national de débat. 5 des 9 membres de la Cour composent le jury aujourd'hui. Voici les finalistes. Pour l'Association nationale des tournois, l'Université d'Harvard. Pour la Ligue nationale de débat contradictoire, l'Université de Kenmont. À vous, Kenmont.
Face. C'est pile. Harvard, souhaitez-vous soutenir l'affirmation ou la négation? Nous soutiendrons la négation. Donnez, ta braguette est ouverte. Oh merde, je suis sûr qu'ils ont tout vu à la télé. Levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Tuez-les. Ok, on va y aller. Ces deux types de Harvard ont des égos plus gros que leur cerveau. Caresser leur ego ne les combattait pas. Peut-être qu'ils baisseront leur garde. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que le débat commence. Ouais. Allez, qu'elle monte. Oh, 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 oh. L'affirmation entend prouver que l'avortement n'est ni légalement ni philosophiquement justifié. Légalement, nous soutiendrons que le rôle de la Cour suprême est d'interpréter et de faire respecter notre Constitution et non de légiférer sur la base des vues personnelles de ses juges, tels que dans Roe contre Wade. Tout en condamnant son côté activiste, nous soutiendrons que ce jugement est un encouragement au comportement sexuel irresponsable et qu'à partir du moment où l'avortement est aussi accessible que moralement approuvé, il constitue du fait de son importance une forme de contrôle des naissances. Philosophiquement, nous suggérerons que l'avortement est un cancer qui ronge, qui sape les structures morales de notre société et qui de plus rejette injustement toute responsabilité sur les femmes. Permettez-moi, avant de continuer, de vous dire au nom de mon partenaire et de moi-même que c'est un très grand honneur pour nous jeunes étudiants que de plaider devant vous, madame, et vous, messieurs, de la plus haute institution de ce pays, et de débattre avec ces adversaires renommés que sont messieurs Lloyd et Shields. Nous espérons apprendre beaucoup aujourd'hui grâce à vous, messieurs. Mademoiselle Tomansky. Oui. Interdiriez-vous l'avortement à une victime d'inceste, de viol ou bien à une femme dont la vie ou la santé serait en danger? Absolument pas. Nous disons simplement que Roe contre Wade est injustifié, parce qu'il n'est pas dans les attributions de la Cour suprême de légiférer. C'est du ressort du pouvoir législatif. Avez-vous porté devant le jury une seule preuve que tous les États de l'Union accorderaient aux femmes le droit à l'avortement? Il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance ce que chaque État voudra bien décider. Le Washington Post a enquêté à ce sujet et conclut que rendre à chaque État le pouvoir de décider serait source de batailles juridiques sans fin, de litiges, de divisions et de violences. Des femmes parcourraient de longues distances pour se faire avorter légalement, d'autres, les plus pauvres, seraient obligées de recourir sur place aux pires charlatans. Avez-vous des preuves contraires à ces conclusions? Une dernière question, mademoiselle Tomansky. Vous prétendez reconnaître aux femmes le droit à l'avortement à condition que ce droit soit voté par le pouvoir central, exact? Exact. Si vous laissez une assemblée à majorité masculine décider de savoir si oui ou non vous avez le droit à l'avortement, la laisserez-vous décider l'année prochaine si oui ou non vous avez le droit de débattre? Je n'ai plus de questions. Avant Roe contre Wade, on comptait 98 000 avortements illégaux par année aux États-Unis. Alors, comparez maintenant ce chiffre avec le chiffre actuel de 1,5 million d'avortements légaux par an. La différence entre ces deux chiffres représente 1,4 million de bébés qui pourraient être adoptés immédiatement. Nous aimerions connaître la date et l'origine de ces statistiques, monsieur Muldonet. Oui, je dois prendre le temps de les chercher et de les sortir du fichier. Sortez-les, monsieur Muldonet. Aide-moi, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Cette étude statistique est de monsieur Thomas H. Hilger. Thomas H. Hilger. Oui.
Est-il exact que le professeur Carl Djerassi de l'université de Stanford a écrit dans le bulletin des savants atomistes d'avril 1986 que les estimations de M. Hilger incluaient les chiffres de tous les cas de mortalité infantile? Soyons réalistes, ils sont en train de nous tuer. Professeur Nichols, ah non, non, s'il vous plaît, plus tard, pas maintenant. Mais rappelez-vous, pour emporter le morceau, il suffit de gagner sur un ou deux arguments, le légal ou le philosophique, et d'obtenir la majorité de 3 voix sur 5. Vous êtes sûr que c'est tout? Restons sérieux, c'est sans espoir. Non, il faut pas dire ça. C'est un de ces grands moments de la vie dont tu nous as si souvent parlé, Muldonet. Est-ce qu'on empoche les $10 ou est-ce qu'on court après le gars? Vers quoi on peut aller concrètement? Mais trouvez-moi un argument, jetez-vous à l'eau. On ne s'en sortira pas dans le légal. Alors allez dans le philosophique. Foncez à mort dans la rhétorique. Si vous ne gagnez pas avec des faits, envoyez des paraboles, montez un drame. Mais quel drame! C'est en vous-même qu'il faudra le trouver. C'est ridicule. Oublie ça, c'est de la connerie. C'est pas là-dedans. Ah oui, où est-ce alors? Je voudrais vous dire ce que j'ai tenu secret pendant 4 longues années. Quelque chose que je n'ai jamais dit à mes parents, à un ami, à personne. Si je décide de parler aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte récemment que la vie ne pouvait pas s'expliquer de façon exclusivement rationnelle. Et parce qu'il n'y a à l'évidence aucun autre moyen de sortir de ces froides statistiques et de vous donner, à vous les hommes en particulier, une idée de ce qui se passe dans le cœur des femmes. Je venais d'avoir 14 ans quand j'ai été violée par un serveur du bar que tenait mon père. Je me retrouvais enceinte et me fis avorter. Depuis, plus jamais je n'eus confiance en aucun homme. Je devins à la fois défensive, agressive, insensible. Je n'avais plus d'espoir en la vie. J'attribuais ma déprime au phénomène du viol. Mais cette année, j'ai réalisé que j'avais été encore plus affectée par l'avortement. Car en fait, avorter est une mystification. Quand l'intervention a lieu et que vous êtes drogué, ce n'est somme toute pas si grave. C'est une opération plutôt mineure pour résoudre un problème majeur. Mais ensuite, bien plus tard, quelquefois, d'un seul coup, vous y repensez. Et vous ressentez un choc. L'effet est dévastateur. Cela peut se produire, pour certaines femmes, en regardant un film ou bien des enfants qui s'amusent dans un parc. Moi, j'ai pris conscience en voyant mourir un ami. Oui, c'est vrai, j'ai avorté. Et je le ferais de nouveau si j'étais violée. Mais ce dont j'ai pris conscience, la nuit où cet ami est mort, c'est que la vie, qu'elle soit venue ou à venir, est précieuse. Et que se résoudre à perdre une vie, comme celle que j'ai perdue, est d'une trop grande tristesse. Vous avez pénalisé les femmes en quelque sorte. Avec Roe contre Wade, vous nous avez donné cette liberté dont nous avons besoin et que nous méritons, celle d'avoir le mot de la fin pour toute décision concernant notre propre corps. Mais vous nous avez aussi donné une croix bien trop lourde à porter seule pour une femme comme pour un homme.
Parce qu'en fait, vous nous avez donné le pouvoir de supprimer la vie. Biologiquement, cette responsabilité incombe à la femme. Mais moralement, elle incombe également à l'homme. Vous, les hommes en général, ne voulez rien savoir à ce sujet, n'est-ce pas? Quant à vous, mesdames, pour la plupart, vous aimeriez vous débarrasser de cette question délicate. Eh bien, croyez-moi, vous avez tort. Nous sommes tout aussi responsables que les hommes en matière de respect et de sauvegarde de la vie humaine. Et quand nous cesserons de nous dérober, de fuir, quand nous aurons le courage d'aborder cette question, nous pourrons enfin nous qualifier de société civilisée. Tu as été fantastique. Si vous marchez dans cette histoire, je vous signale que j'ai un pont à vendre à New York, juste avant Brooklyn. Je cite, « Si vous êtes mal parti dans un débat, soyez prêt à raconter n'importe quoi pour renverser la situation. » Fin de citation. Nous avons tous lu votre brillant manuel, professeur Nichols. Je propose que nous abandonnions la fiction pour revenir aux réalités. Voulez-vous ? Sur toutes les questions clés, aucun argument de l'affirmation n'a tenu le choc devant les faits. Harvard a défendu la liberté de choisir pour les femmes, insistant sur le fait qu'aucun gouvernement ne pouvait remettre en cause un droit individuel acquis dans un domaine aussi sensible que l'avortement. L'incapacité de Kenmont à proposer un plan, une approche susceptible d'améliorer les lois en vigueur, nous conforte dans l'idée que tout ce que nous avons pu entendre aujourd'hui de la bouche de nos sympathiques opposants n'était qu'un souffle d'air chaud californien. Nous sommes persuadés que vous voterez pour la négation. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. Alors donne-le-leur. Je n'en ai pas. Je suis très étonnée. Tu es le spécialiste de l'emballage final, non? Alors allez donc emballer, Muldowney. Monsieur Muldowney, votre temps de parole est déjà entamé. Lors de la rentrée, notre coach nous dit plusieurs fois que nous devions considérer et sentir l'autre côté, comme si c'était le nôtre. J'ai cru qu'il plaisantait. Je pensais que les riches étaient responsables de tous nos problèmes en général, et que les femmes l'étaient de tous les problèmes relatifs à la bataille des sexes. Et puis j'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'un garçon très riche. Celui-ci m'apprit un jour que les riches ont des problèmes comme n'importe qui d'autre, et que le fait d'être pauvre n'est et ne sera jamais une excuse en rien. C'est alors que j'ai rencontré cette jeune fille qui m'a appris que je ne savais pas la moindre chose sur les femmes et sur ce qu'elles doivent endurer de nos jours. La conclusion à laquelle je suis arrivé est celle-ci. Nous avançons tous ensemble sur le même bateau. Les riches et les pauvres, les vieux et les jeunes, les hommes et les femmes. Et nous avons tous peur et sommes incertains de l'avenir, parce que les structures morales de notre société sont en train de tomber en ruine. Et nous ne savons que faire pour y remédier. Vous voulez un plan ? Eh bien, la première étape, c'est de constater qu'un jugement tel que Roe contre Wade a peut-être involontairement contribué à affaiblir jusqu'à une dépression générale le caractère de cette nation. Il suffit de regarder autour de nous. Nous avons perdu ce qui faisait la force de nos anciens, leur fierté et leur passion pour le travail et la famille.
que nous avons remplacé par un esprit de consommation dont nous sommes dépendants comme des drogués. Tout est trop facile pour nous. Si on ne s'entend plus avec son conjoint, alors rapidement on divorce. Si on ne peut pas s'offrir quelque chose, alors on prend un crédit quitte à laisser quelques dettes en héritage à la génération suivante. Si l'on est un peu négligent en matière de contraception, il suffit de se faire avorter. La deuxième étape de ce plan, c'est un effort d'éducation à l'échelon national, avec comme objectif de nous faire prendre conscience du fait que nous avons abusé de nos libertés et qu'il est nécessaire et urgent que nous retrouvions notre intégrité en tant qu'être humain. Je ne dis pas que l'avortement est une erreur, mais refuser d'inciter les jeunes à s'informer sur le sexe et la contraception, devoir élémentaire de toute société responsable, est une erreur. Faire payer à d'autres le prix de nos péchés est une erreur. Enlever toute valeur à la vie humaine, qu'elle soit présente ou à venir, est une erreur. Je voudrais conclure par une citation de mon bon ami Dostoïevski, qui résume très bien la position de l'affirmation. Imaginez que vous travaillez à la création d'une grande société humaine, avec pour finalité de rendre hommes et femmes heureux, heureux dans la paix et la sérénité. Mais imaginez qu'il soit essentiel et inévitable pour ce faire de torturer une seule et unique créature. Ce tout petit bébé qui remue dans les bras de sa mère, par exemple. Si pour construire cet édifice, ce monde nouveau et merveilleux, vous devez tirer toutes les larmes du corps d'un enfant, assumerez-vous votre mission d'architecte dans ces conditions? Dites-le-moi. Et dites la vérité. Il sera procureur général. On va gagner l'intérêt. C'est bien. Je suis fier de vous. Ah oui, vous avez été parfait. Il ne devrait pas y avoir de problème. Les juges vont rendre leur verdict par ordre d'ancienneté. Juge Patterson. Il me semble qu'Harvard a dominé ce débat, grâce à ses recherches approfondies sur le problème. Négation. Juge Goodman. J'ai trouvé l'équipe de Kenmont très sympathique, sincère, vraie. Son analyse du caractère de notre nation me paraît tout à fait juste. Affirmation. C'est bon, ça. Juge Tarleton. Eh bien, je crois que les deux équipes ont fait l'excellent travail en ce qui concerne les droits de la femme. Mais je pense cependant que l'équipe d'Harvard a été plus persuasive. Négation. Juge Bludeworth. Ne prenez surtout pas au pied de la lettre ce que je vais vous dire. Il ne s'agit que d'un débat, non d'un vote de vérité. Je crois en Roe contre Wade. Mais je crois aussi que l'équipe de Kenmont a raison de souhaiter une campagne nationale d'information sur l'avortement et tout ce qu'il implique. Et que restaurer son système de valeurs morales ne pourrait faire que le plus grand bien à la nation. Kenmont. Ça fait de partout, je n'ose pas y croire. Juge Blyleven. Kenmont. Merde, ce juge.
ça vous tombe dessus. Dépêche-toi de guerre, sortons d'ici. C'est fantastique. J'arrive pas à le croire. Tu réalises ce qui s'est passé? On vient de battre la meilleure équipe universitaire de l'histoire. Ouais, oh, j'aurais tellement voulu qu'il voie ça. Oh, il aurait été si fier. Je voudrais juste savoir un truc, Tomoski. Je me sens libérée. Je ne croyais pas qu'on puisse se sentir aussi bien. Ton histoire, c'était pas du toc. Je comprends que t'aies jamais eu confiance en moi. J'ai confiance maintenant. I will hold you. Listen to me while I speak my heart. You can talk. We were looking for a place to start, where we tell the truth again. Tell the truth again. Lover, life is closing in from everywhere. There's so little time to show.